Sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, port d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République, non-respect des règles de déontologie sur les conflits d'intérêts, maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés, absence d'instruction donnée à la police de l'air et des frontières de ne pas permettre à M. Benalla de sortir au moyen de ses passeports diplomatiques ou de services. Cela fait tout de même beaucoup. Comme l'ordonnance de 1958 relative à l'exercice de ses pouvoirs d'enquête par le Parlement le prévoit, j'ai donc décidé, conjointement avec les deux rapporteurs, et après avoir consulté ce matin la commission des lois, de demander au président du Sénat que le bureau de notre Assemblée, c'est la procédure, délibère en vue de saisir le procureur de la République de Paris des faux témoignages caractérisés de M. Benalla, des contradictions apparues entre les premières déclarations de collaborateurs immédiats du président de la République sur le rôle de M. Benalla en matière de sécurité et les éléments et témoignages recueillis par la suite, tout en soulignant d'ailleurs la qualité et la précision de nombreuses informations qui nous ont été apportées par les dits collaborateurs sur d'autres points très importants. Nous avons regretté l'incompréhensible indulgence de la hiérarchie d'Alexandre Benalla, qui a conservé dans l'équipe de l'Élysée un collaborateur qui avait gravement manqué à ses devoirs. Et quand j'indique qu'il avait gravement manqué à ses devoirs, ça n'est pas de mon avis, c'est de l'avis de toutes les personnes qui ont été auditionnées par la commission. Ce qui frappe en réalité, ce n'est pas tant la sanction qui a été infligée en mai, mais bien la confiance qui a été maintenue à Alexandre Benalla jusqu'en juillet. Tout d'abord, nous avons pu constater ce que je qualifierais d'une chaîne d'irresponsabilité en l'absence de signalement immédiat au parquet de ces faits. Rappelons-nous, revêtu d'un signe de police, selon l'IGPN, et peut-être armé sur la voie publique pour l'un d'eux, Alexandre Benalla et Vincent Crase ont ouvertement, le 1er mai 2018, fait usage de la force à l'encontre de manifestants. Les suites pénales relèvent aujourd'hui de la justice, mais ces faits présentaient déjà, pour les autorités et fonctionnaires informés, tous les indices qui permettaient d'envisager la commission d'un délit. Et il appartenait donc à ces fonctionnaires informés, en toute hypothèse, de soumettre la qualification de ces faits au parquet en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. À l'inverse, plusieurs services clés, dont l'intervention aurait pu perturber le règlement discret de cette affaire Benalla, eh bien, ont été maintenus dans l'ignorance jusqu'en juillet 2018. Ni la Direction générale de la police nationale, ni l'Inspection générale de la police nationale, ni la Direction générale de la gendarmerie nationale n'ont été avisées de ces faits. Aucune des autorités qui étaient informées, aucune de ces autorités, c'est-à-dire l'Élysée, la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur, qui connaissait ces agissements, ne les a signalés au procureur de Paris, chacune se défaussant a posteriori sur l'autre de la responsabilité du signalement. Il est également hautement probable qu'Alexandre Benalla a dans les faits participé activement au dispositif de sécurité des déplacements du chef de l'État, prenant un ascendant sur les responsables opérationnels de la sécurité et s'imposant comme un interlocuteur privilégié des autorités de sécurité publique. La Commission a également réuni des éléments concordants, donnant à penser qu'Alexandre Benalla exerçait dans les faits une mission et une fonction de protection rapprochée du président de la République, ce qui a été pourtant obstinément nié par les principaux responsables de l'Élysée que nous avons reçus. Surtout, le permis de port d'armes, et j'insiste là-dessus, qui lui a été attribué en octobre 2017 par la préfecture de police dans des conditions inédites et dérogatoires au droit commun, à tel point que l'intéressé lui-même avait envisagé, à défaut, un décret secret du président de la République pour l'autoriser à porter une arme, et nous en fournissons la preuve. Cela ne pouvait se justifier par d'autres raisons qu'une fonction de protection rapprochée. Le soutien appuyé de sa hiérarchie
à la demande qu'il avait formulée, de même que les contradictions devant la commission des collaborateurs du président de la République pour justifier ce permis de port d'armes, accrédite l'idée qu'Alexandre Benalla exerçait des missions de protection rapprochée, requérant, contrairement à ses collègues, le port d'une arme. Il a par ailleurs reconnu avoir porté cette arme en présence du président de la République, ce qui est sans précédent par rapport à un certain nombre de situations identiques par le passé. Ceci étant, indépendamment des difficultés techniques, de logiciels qui nous ont été signalées, il est assez surprenant qu'aucune instruction individuelle n'ait été donnée à la police de l'air et des frontières par le ministère de l'Intérieur pour empêcher l'utilisation d'un tel titre de voyage lors de la sortie du territoire national par M. Benalla. Ce manque initial de réactivité des services, puis leur problème de coordination, a ainsi permis à Alexandre Benalla de continuer à utiliser ses titres de voyage à 23 reprises entre le 1er août et le 31 décembre pour sortir du territoire national. Deuxième conclusion. Les révélations sur l'affaire des contrats russes tendent à établir l'existence de conflits d'intérêts majeurs. L'implication de M. Alexandre Benalla et de M. Vincent Kras dans la négociation et la conclusion d'activités de nature privée, qui plus est pour le compte de sociétés appartenant à des intérêts étrangers puissants. Donc, adjoint au chef de cabinet qui négocie avec une société des intérêts financiers liés directement à un État étranger et au plus haut niveau de cet État étranger, constituerait non seulement une faute déontologique majeure pour les intéressés, mais également un risque pour la présidence de la République et pour notre République. D'abord, en matière de faux témoignages, les informations révélées par la presse, en particulier les enregistrements qui ont donné lieu à diverses péripéties parues dans la presse également, les enregistrements donc publiés par le journal Mediapart le 31 janvier 2019 et les déclarations publiques faites par M. Jean-Maurice Bernard, président d'une société qui, dans le contexte où nous sommes, s'appelle bizarrement Velours. Velours. Le 11 février, sur BFM TV, laisse à penser qu'Alexandre Benalla et Vincent Kras se sont rendus coupables lors de leurs auditions devant la commission des lois du Sénat le 21 janvier de faux témoignages. Premièrement, sur les 3 points suivants. Premièrement, l'implication d'Alexandre Benalla dans la négociation et la conclusion du contrat liant la société Mars, on parle Velours, Mars, et un représentant de l'oligarque russe, M. Iskander Makhmoudov, profondément lié à M. Poutine. D'ailleurs, comme l'a dit, je crois que c'est notre président ce matin, il y a peu d'oligarques russes qui ne soient pas liés à M. Poutine. Deuxième point, l'engagement des négociations en vue de la conclusion de ce contrat dès le mois de mars 2018. J'attire l'attention, mesdames et messieurs, sur cette date. Dès le mois de mars 2018, alors que Alexandre Benalla et Vincent Kras étaient encore en fonction à l'Élysée. Troisièmement, l'implication de Vincent Kras dans la reprise du contrat à compter d'octobre 2018 par une nouvelle société dont il nous a dit, qui s'appelle, je crois, France Close Protection, en français dans le texte, dont M. Kras nous a dit que c'était par une coïncidence qu'elle avait été créée le jour où l'autre avait été fermé, justement à la même adresse. Ce que nous avons écouté avec attention. Comme la troisième. Alors que l'affaire des contrats russes met en lumière d'importants dysfonctionnements au plus haut niveau de l'État, il est certain que la présidence de la République a péché par manque de précaution en ne prenant pas toutes les mesures qui paraissent absolument nécessaires pour s'assurer que les intérêts privés de certains de ses collaborateurs n'interféreraient pas avec l'exercice de leurs fonctions
et ne compromettraient pas leur indépendance. Dès le début de ses travaux, la Commission a en effet mis en avant le fait qu'Alexandre Benalla, comme d'ailleurs 7 autres agents nommés en qualité de chargés de mission à l'Élysée, échappaient à toute transparence. Alors même qu'ils exerçaient des missions importantes ainsi qu'une influence certaine sur la réflexion et les décisions du chef de l'État, ces chargés de mission, employés au sein du cabinet de la présidence de la République, n'ont pas rempli, n'ont pas déposé de déclaration d'intérêt ni de déclaration patrimoniale, au mépris de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui s'applique évidemment à l'ensemble des collaborateurs du président de la République. C'est le fait qu'il s'agissait d'un individu qui avait des agissements qui étaient isolés et qui ne pouvaient pas être mis en lien avec sa fonction à l'Élysée. Or, au fur et à mesure de nos auditions, au fur et à mesure de la réception des documents que nous avons demandés, des réponses aux questions que nous avons formulées, au fur et à mesure aussi des éléments que nous avons pu trouver dans la presse et dans les médias de manière générale, eh bien, nous avons découvert qu'en réalité, si ces éléments, si ces agissements étaient ceux d'un homme, ils n'avaient été possibles que parce qu'il évoluait dans un système qui avait, du fait de ces dysfonctionnements, rendu possible toutes les anomalies que nous avons pu trouver. Et la thèse de la faute de l'homme isolé s'est effacée au profit du dysfonctionnement d'une institution qui a rendu possible ces multiples situations anormales, allant jusqu'à affecter, je crois que Jean-Pierre Sueur l'a dit très bien, la sécurité du président de la République. Alors, il s'agit d'abord des pouvoirs excessifs qui ont été laissés à un collaborateur inexpérimenté dans un domaine, la sécurité du chef de l'État, pourtant essentielle à la continuité de l'État, et je me référais au développement fait sur ce point par le président Bas. Nous avons découvert aussi la nomination atypique comme lieutenant-colonel de réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, qui a été celle de M. Benalla. Nous ne l'avons pas reprise, mais cela est resté présent à l'esprit de tous. Nous avons également mis à jour cette confiance maintenue et cette collaboration poursuivie après les graves dérapages commis par ce collaborateur le 1er mai 2018. Également une remontée d'informations défaillantes au sein de l'institution policière et de l'exécutif sur les faits du 1er mai. Une dissimulation des faits à la justice du fait de l'absence de saisine du procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Une première sanction discrète, j'avais indiqué, et dont la portée réelle n'est pas établie. Un sérieux manque de précaution dans la prévention des conflits d'intérêts de certains collaborateurs du président de la République. Un manque de diligence dans le suivi et le retrait des moyens alloués à Alexandre Benalla après son licenciement, passeport, téléphone, je n'y reviens pas. Une réaction plus tardive pour s'assurer du respect par l'intéressé de ses obligations déontologiques à l'issue du contrat. Et enfin, un contrôle insuffisant des affectations des réservistes au sein du dispositif de sécurité de l'Élysée. Il s'agit là, bien sûr, de M. Kras. Voilà quels sont ces dysfonctionnements, Monsieur le Président, qui ont été relevés.